Avant toute chose, il faut que je vous explique ce qu'est une fausse hydre. Une fausse hydre, c'est un monstre qui ressemble à une hydre déformée avec des visages humanoïdes au bout du cou. Mais sa véritable horreur ne vient pas de son apparence. Elle chante. Et quiconque entend son chant oublie qu'elle existe. Pire encore, on oublie aussi les personnes qu'elle dévore. Pour combler ce vide, l'esprit réécrit la réalité, il invente des souvenirs, des explications, parfois toute une vie. Et personne ne se rend compte qu'il manque quelqu'un. Ça faisait des mois que je préparais le terrain pour en jouer une. Et franchement, si vous comptez utiliser une fausse hydre, ne la balancez pas à vos joueurs après 2 ou 3 sessions de préparation. Prenez le temps, plantez des éléments, construisez-la longtemps en amont, ça vaut vraiment le coup. Voilà comment j'ai procédé, j'ai semé des graines. D'abord, les historiques des PJ sont essentiels. Il faut les parsemer d'événements que vous pourrez manipuler plus tard. J'ai fait un one-shot avec 2 de mes joueurs, un druide alphelin et un paladin demi-orc, ainsi que 2 amis qui découvraient D&D. Je leur ai dit qu'ils pouvaient utiliser les mêmes personnages que dans la campagne principale, puisque c'était qu'un one-shot sans grandes conséquences. J'ai commencé la partie en expliquant que le druide et le paladin voyageaient ensemble depuis un certain temps. Je leur ai dit qu'on les connaissait sous le nom de la Sainte Trinité. 2 moitiés qui forment un tout, des personnages très religieux, et la souris domestique du druide, ça faisait donc 3 membres. La Sainte Trinité, ils ont adoré. La session se déroule normalement, et à la fin, le druide et le paladin sont mis hors combat. Je conclus avec exactement les mêmes mots que ceux utilisés lors de la toute première session de la campagne. À ce moment-là, les 2 joueurs s'exclament « Oh, c'est un préquel !» Ils ont intégré cette nouvelle information à la campagne principale et ont commencé à jouer leurs personnages comme de vieux compagnons de route. C'était parfait. Voilà la graine numéro 1. Des mois auparavant, les PJ de la campagne avaient éliminé un camp de bandits qui menaçait Nashkel, un village voisin. Ils avaient réussi leur mission et trouvé une carte indiquant qu'un autre village allait être attaqué ensuite. Le chef des bandits leur avait parlé d'un second groupe plus au nord. Après avoir obtenu l'information, les joueurs ont tué le chef. Sur la carte, un énorme X était tracé, accompagné du mot prochain, griffonné juste au-dessus d'un village nommé Gulikin. J'aime bien donner des accessoires physiques à mes joueurs, alors j'ai imprimé la carte avec des effets d'usure et je leur ai remise en main propre. Voilà la graine numéro 2. Mes joueurs en règle générale ne réfléchissent pas vraiment en amont des rencontres, ils frôlent la mort à presque chaque combat. C'est pas un problème en soi car ils trouvent régulièrement des potions de soins sur les cadavres de leurs ennemis et il leur est même déjà arrivé d'en récupérer dans l'estomac de wyvernes. Ça les étonne pas plus que ça, ils pensent simplement que le MJ leur donne un petit coup de pouce. C'est pas le cas, c'est la 3e graine. Ils vivent quelques péripéties en chemin mais ne se précipitent pas pour aller sauver le village. Ils préfèrent descendre dans des mines afin d'aider à résoudre une crise minière. Aucun souci, il n'y a pas réellement de limite de temps concernant l'attaque imminente du village. En fait, il n'est pas vraiment sur le point d'être attaqué. Dans les mines, ils se laissent distraire, font tout exploser et finissent en rampant dans un réseau de galeries effondrées, se battant pour leur survie. Ils sont très proches de l'outre-terre et veulent absolument en sortir, sauf qu'ils ont détruit la principale voie de retour. Après environ une semaine en jeu à chercher une issue, ils émergent enfin à la lumière du soleil. À ce moment-là, quelques joueurs ont des problèmes d'emploi du temps et ne peuvent pas être présents pour plusieurs séances. Ceux qui peuvent venir aux prochaines sessions sont le druide, le paladin et le rôdeur. Parfait, me dis-je. Ils discutent entre eux, évaluent leurs options. Ils ont refait surface non loin de Gulikin, le village supposément menacé par une attaque de bandits, et souhaitent au moins les prévenir de ce qui va arriver. Mais ils ont aussi un PNJ bloqué sous l'effet permanent d'un sort d'immobilisation. Ils décident donc que le druide, le paladin et le rôdeur iront à Gulikin pour avertir le village, tandis que le reste du groupe raccompagnera le PNJ à Nashkel, où ils savent qu'elle pourra être soignée. À la séance suivante, le druide, le paladin et le rôdeur prennent donc la route vers Gulikin, et je laisse mes graines germer. Quand ils arrivent, il est tard. Quelques habitants traînent encore dehors, mais la ville semble étrangement vide. Je leur décris la rue principale, une taverne, une église, plusieurs maisons et une grande demeure à l'allure imposante. Ils interpellent un passant pour lui demander où vit le maire, pensant que le plus efficace est de le prévenir directement. « Bonjour, où habite le maire ?»« Le maire ? Mais on n'a jamais eu de maire ici à Gulikin. »« Ah bon ? Et ce grand bâtiment là-bas alors ?»« Ça ? Oh, bah c'est la maison du maire. Mais on n'a jamais eu de maire. »« Bah, donc qui vit là-bas ?»« Bah je sais pas. Personne. »« MJ, je peux faire un test d'intuition ?»« Bien sûr. Il semble dire la vérité. »« Quoi ? Mais ça n'a aucun sens. »« On n'a jamais eu de maire. Désolé, je dois y aller. » Le villageois s'enfuit dans la taverne pour s'éloigner d'eux. À ce stade, le groupe est extrêmement méfiant et commence à penser que tout le village est sous l'effet d'un charme. Mais ce n'est qu'à moitié vrai. Ils se rendent à la maison du maire et commencent à enquêter. Les portes ne sont pas verrouillées et une couche de poussière recouvre tout. L'intérieur semble avoir été habité, mais pas depuis un bon moment. Ils y trouvent des effets personnels et divers objets liés à la fonction de maire. À l'étage, 2 chambres, une chambre d'enfant et une plus grande. Dans la grande chambre, un petit portrait de famille. Quelqu'un a clairement vécu ici.
Le groupe est perdu et tente de comprendre pourquoi le villageois leur aurait menti. Je leur indique que la nuit tombe et je leur demande ce qu'ils veulent faire. Direction la taverne pour la nuit. Ils entrent dans la taverne et discutent avec les deux taverniers. Apparemment, ils tiennent l'établissement ensemble depuis 25 ans. C'est un couple marié, très amoureux. Pendant que le mari part préparer le souper du groupe, le rôdeur se lance dans un interrogatoire catastrophique auprès de l'épouse, insinuant que le village va bientôt être attaqué par des bandits. Évidemment, la pauvre est terrifiée. Elle exige des preuves. Comment peuvent-ils savoir ça? Le rôdeur explique qu'ils ont vaincu un groupe de bandits une semaine plus tôt et trouvé une carte sur eux, carte sur laquelle ce village était marqué. Il l'attend à la tavernière et le joueur me passe physiquement la carte que je leur avais remise plus tôt. Ma graine vient d'éclore. Ce que les joueurs ignorent, c'est que j'ai fabriqué 2 copies de la carte. Elles sont identiques en tout point, sauf que la mienne indique le camp des bandits avec une croix. Aucune croix sur Gulikin. Quand le joueur me donne sa copie, je l'observe et marque un temps d'arrêt. Puis lentement, en jeu, je lui demande si c'est une plaisanterie. Pardon? J'ai demandé si c'était une blague, il n'y a aucune marque sur Gulikin et le camp des bandits est à l'autre bout du pays. Non, c'est juste que... Je permute discrètement les 2 cartes et lui rends la version modifiée. Un silence tombe autour de la table, tandis qu'ils fixent tous une carte où la croix se trouve désormais à un endroit totalement différent de celui où il se trouve. Attends, quoi? Il se passe un truc bizarre ici. Oh, j'aime pas ça. Les joueurs se regardent déconcertés. Pourquoi sont-ils là? Pourquoi la carte a-t-elle changé? Furieuse, la tavernière refuse désormais de les servir. Le mari revient avec les plats et les réprimande pour s'être moqué de sa pauvre femme. Il leur dit de manger et d'aller directement se coucher. Le groupe acquiesce précipitamment. Ils ont loué 2 chambres, mais vu les circonstances, ils décident qu'il vaut mieux dormir tous ensemble dans la même pièce et organiser des tours de garde. Décision raisonnable. Rien d'étrange ne se produit durant la nuit. Au matin, ils se sentent reposés, quoique légèrement paranoïaques. Ils rassemblent leurs affaires. Il est temps de faire éclore une autre graine. Il y a un autre sac dans la chambre, vous le reconnaissez pas. Quoi? Il y a un sac supplémentaire dans la pièce. Il n'appartient à aucun d'entre vous. Il était là hier soir? Non. Donc quelqu'un est entré pendant la nuit? Non, vous n'avez vu personne et vous avez assuré la garde. Alors d'où vient ce sac? Aucune idée. Il va falloir l'ouvrir pour découvrir. Le paladin et le druide restent à distance pendant que le rôdeur s'approche. Ça va être un mimique, je le sens. J'explique que le rôdeur ouvre le sac. Il semble appartenir à un aventurier. Du matériel de base, peut-être un clerc. Il y a des symboles sacrés, des ouvrages religieux. En fouillant, il finit par trouver des lettres. Les lettres sont adressées au druide et à quelqu'un d'autre. Vous reconnaissez pas l'autre nom. Des lettres pour moi? Pour toi et quelqu'un d'autre. Il y a 2 noms sur l'enveloppe. Une certaine Sophia. Tu connais une Sophia? Moi? Non, j'ai jamais entendu ce nom. C'est qui Sophia? Peut-être que les lettres vous le diront. Il y a 5 lettres au total. Je les ai écrites moi-même. Je les distribue aux joueurs. J'indique aussi au paladin qu'il trouve un dessin que je lui remets. Les lettres semblent provenir d'un père et d'une mère écrivant à leurs 2 enfants, dont l'un semble être le druide. Chaque lettre est signée maman et papa. Le druide est complètement perdu car son historique indique qu'il est orphelin et qu'il a grandi dans les rues de Baldur's Gate. Mais au fil des lettres, les joueurs remarquent des incohérences. Des personnes mentionnées auparavant disparaissent. Une femme qui avait 2 fils n'en a plus qu'un. Dans la lettre suivante, elle n'a jamais eu d'enfant. Finalement, la dernière lettre est signée seulement maman. Silence autour de la table. Oh mon Dieu, j'ai une famille et je les ai juste oubliés? Je comprends absolument rien. Le paladin ouvre le dessin, il représente un demi-orc et 2 alphelins. Le trait est maladroit, comme dessiné par quelqu'un de très jeune. Chaque personne est accompagnée d'un nom, l'un porte celui du druide, un autre celui du paladin. Sous la alpheline est écrit Sophia. Et en haut de la feuille, on peut lire La Sainte Trinité. Nouveau silence. Je peux vérifier mon propre sac, voir si j'ai des lettres? Bien sûr, tu ouvres ton sac et tu trouves une seule lettre, adressée à toi et à Sophia. Tu l'ouvres. Je donne au joueur du druide une dernière lettre, écrite d'une main tremblante et mal assurée. Au secours, elle nous mange! Oh non. Et là, je vous assure que je me retiens de rire de joie. Voilà ce que ça fait de jouer une fausse cidre. Le groupe est horrifié, confus, remet tout en question, tout le monde, partout. Ils veulent comprendre, ils relisent les lettres, vérifient leurs fiches de personnages, en discutent entre eux. Ils ne comprennent rien. Ils descendent à l'étage inférieur et sont accueillis chaleureusement par le tavernier de la veille. Les joueurs veulent lui parler de ce qui se passe en ville, ils ont 1000 questions, mais il commence par s'excuser d'avoir encore bouleversé sa femme la veille. De quoi parlez-vous? J'ai jamais été marié. Quoi? Et on va s'arrêter là pour ce soir. Alors je sais que c'était long, mais la partie a été un pur bonheur à mener, et j'espère que vous aurez tous l'occasion de vivre ça avec des joueurs aussi investis et réactifs. J'ai pas encore fait jouer la suite, mais j'ai hâte. Eux aussi. L'un d'eux m'a même dit que c'était sa meilleure partie. Un autre voulait simplement continuer à jouer. Ce qu'il commence à comprendre, c'est qu'il y avait une Claire dans le groupe depuis le début. 3e graine,
Ces potions supplémentaires qu'il trouvait sans cesse sur les ennemis, c'était Sophia la Claire qui lançait ses sorts. Ou du moins c'est ainsi qu'il rationalise les choses maintenant qu'elle a disparu. C'est absurde d'imaginer que les ennemis ne boiraient pas leurs propres potions en plein combat. Et pourquoi les Wyverns auraient-elles des potions de soin dans l'estomac? Sérieusement. Pour la prochaine séance, j'ai briefé les autres joueurs. Quand je leur demanderai ce qu'ils pensent de Sophia, eux se souviendront d'elle. Ok, on a quelques secondes avant qu'elle recommence à chanter. Je vais t'expliquer pourquoi je déteste la fausse cidre dans la suite, mais pendant qu'elle est encore silencieuse, si t'aimes ce genre d'analyse et d'histoire de JDR, abonne-toi, ça aide vraiment la chaîne à grandir. Oh mon dieu, elle revient, n'oublie pas, reste bien jusqu'au bout, il y a une histoire bonus à la fin. Oh non! Bon, la fausse cidre, c'est devenu une légende du JDR moderne. Et le pire, c'est que c'est pas un monstre officiel, mais tout le monde en parle. Alors pourquoi? Parce que son design est brillant. Elle provoque quelque chose de rare, un malaise réel côté joueur, autour de la table. Une espèce de fascination dérangeante. On n'oublie pas une partie avec une fausse cidre. Et ça tient à un point très précis. En fait, elle joue sur les deux faces du jeu de rôle. Le jeu et le méta. D'abord côté jeu, dans la fiction, c'est d'une cruauté méthodique. Les incohérences s'accumulent, les personnages comprennent pas, ils doutent, ils cherchent à recoller tous les morceaux du puzzle sans y parvenir. Et puis arrive la fin tragique, ils ont oublié quelqu'un, un être cher. C'est pas juste un monstre qui mange, c'est un monstre qui efface l'amour. Et quand tout finit par faire sens, c'est encore plus violent qu'un combat contre un simple monstre. Mais le véritable génie de la fausse cidre, il est ailleurs. Parce que côté méta, autour de la table, c'est une véritable chute libre. Faut bien comprendre que la fausse cidre, elle brise le contrat social implicite autour de la table. Je m'explique. Normalement, ce que dit le MJ, c'est canon, c'est la réalité du monde, point. Sauf que la fausse cidre, elle introduit une faille. D'un coup, le MJ peut raconter des choses qui sont pas vraies. Et lorsque les joueurs réalisent ça, ça provoque une sensation de vertige profonde. Et ce sont ces deux aspects joués en parfait contrepoint qui font de la fausse cidre une création brillante. Parce que les incohérences apparaissent et les joueurs se disent pas « Attends, le MJ a changé un truc là ?» Non, ils se disent « Il y a une explication à trouver ». Ils rationalisent exactement comme leur personnage. Donc le méta nourrit le récit nourrit le méta, et quand les deux craquent sous la pression, révélation, horreur, malaise et surtout l'impression terrifiante que tout était là depuis le début, on a juste refusé de le voir. C'est puissant, hein, c'est vraiment puissant. Sauf que j'aime pas la fausse cidre. Et pour deux raisons très simples que je vais vous donner. D'abord, elle écrase la création des joueurs. Si le druide a écrit noir sur blanc qu'il est orphelin des rues de Baldur's Gate, quelle légitimité a le MJ pour dire « Bah en fait non, t'avais une famille aimante, tu l'as juste oublié ». Moi je pense qu'il en a aucune. Un personnage appartient au joueur, son passé, ses motivations, ses blessures, c'est son terrain. Modifier ça sans consentement, même pour un twist aussi brillant soit-il, c'est franchir une ligne. Alors ouais, c'est narrativement fort, mais à quel prix? Deuxième raison, c'est trop facile. La fausse cidre, sans déconner, c'est un vrai passe-droit. Tu veux un twist impossible? Ah bah en fait vous l'avez oublié. Et ça te permet de réécrire 6 mois de campagne à la volée en posant tout comme canon, tout ce qui t'arrange. Les joueurs ils peuvent absolument rien faire. C'est une carte joker parfaite. Et une carte joker c'est pratique, mais c'est aussi paresseux, c'est trop simple. Et pourtant on n'a pas besoin d'une fausse cidre pour obtenir un effet similaire. Dans l'histoire suivante c'est exactement ce qui se passe. Le MJ pense que son twist est un échec, moi je pense tout l'inverse. On en parle après. Pendant notre campagne de haut niveau, le groupe a dû remonter le temps pour réenquêter sur un meurtre non élucidé. C'était un point de blocage important qui empêchait un PNJ de leur accorder son aide dans le présent. L'un des PJ était un clerc qui, chaque jour, au coucher du soleil, devait se tourner vers une montagne voisine pour prier. Quand le moment est venu pour lui de prier, il a déclaré qu'il se tournait vers la montagne. Je lui ai alors demandé un test de perception, je lui ai expliqué qu'il scrutait l'horizon pendant plusieurs minutes mais qu'il parvenait pas à trouver la montagne malgré une vue parfaitement dégagée. Le joueur a simplement haussé les épaules et utilisé une boussole pour s'orienter chaque soir, comme il l'aurait fait s'il n'avait pas eu la montagne en vue. Ils ont poursuivi leur enquête, trouvé ce qu'ils cherchaient, puis sont revenus dans le présent. Au premier coucher de soleil après leur retour, j'ai pris soin de préciser à ce joueur que son personnage pouvait à nouveau voir la montagne alors qu'il en était parfaitement incapable dans le passé. Il en a parlé au reste du groupe, mais absolument personne n'a compris l'importance de cette information, même hors personnage. Personne n'a pensé à remettre ça en question ni à interroger l'un de leurs alliés à ce sujet. Cette montagne était censée être le donjon final de la campagne et un élément central dans tous les plans du grand méchant. En passant à côté de cet indice jusqu'à plus tard dans la campagne, une bonne partie de ses actions et de ses machinations paraissaient presque incohérentes aux yeux des joueurs. Au final, les PJ ont dû demander à la grande prêtresse du temple de Bahamut d'accomplir une divination pour localiser le repère du grand méchant. Quand elle est revenue et qu'elle a commencé à décrire la montagne et ses défenses, chaque joueur autour de la table s'est frappé le front. Leur objectif se dressait littéralement sous leurs yeux depuis le début.
immense et évident. Et le clerc du groupe avait continué à adresser ses prières à un esprit maléfique contre lequel il luttait depuis des mois en temps de jeu. Pour moi, le twist de cette deuxième histoire, contrairement à ce que pense le MJ, est totalement réussi. Parce que cette impression que tout était sous nos yeux depuis le début, c'est exactement ce qu'on cherche à provoquer. Et dites-vous bien que la montagne n'a pas été ajoutée après coup ou effacée de la mémoire des personnages. Elle était là. Et les joueurs se disent exactement la même chose que leurs personnages. On avait toutes les pièces du puzzle, on n'a juste pas su les assembler. Et c'est ça qui crée le vertige, et c'est extrêmement satisfaisant. Et le plus beau, c'est que le contrat social a jamais été brisé. Le MJ a jamais remodelé le passé, il a simplement laissé un fil rouge que personne n'a tiré. Alors, ouais, je vais être honnête, c'est probablement moins spectaculaire qu'une fausse hydre. Mais c'est tellement plus élégant. Alors maintenant, la question c'est, est-ce qu'il y a une méthode pour mettre ça en place? Je pense que oui, et l'idée est simple. On commence petit, ridiculement petit. Des micro-indices qui n'en sont pas vraiment noyés au milieu de vos descriptions. Des détails presque anodins. Puis on augmente la taille, progressivement, jusqu'à ce que vos descriptions deviennent de petites incohérences qui prennent de plus en plus de place, jusqu'à devenir de véritables indices que quelque chose se trame dans l'ombre. Peut-être même assez gros pour déclencher une enquête. Et on continue jusqu'à 5 minutes avant la révélation finale, où vous posez une dernière pièce de puzzle énorme, tellement énorme que vous êtes convaincu que le twist va être grillé. À ce moment-là, soit les joueurs ont déjà compris, et là vous les regardez, vous dites bravo, vous êtes à fond, prenez vos jetons héroïques, soit ils comprennent pas, et quand la vérité éclate, ils se frappent le front, et la sensation est la même. Tout était là. Dans les deux cas, c'est gagné, parce que le twist il vient pas d'un pouvoir narratif absolu, il vient d'une accumulation logique, d'un puzzle honnête. Pas besoin de faux cidre, pas besoin d'effacer des souvenirs, pas besoin de tordre la réalité. Juste des indices, et la sensation d'avoir été un bon MJ jusqu'au bout, et dans les règles de l'art. Si ce sujet t'a parlé, j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines sur un cas de MJ tout-puissant encore plus brutal. Des conséquences sur un PJ tellement lourdes qu'elles finissent par détruire l'essence même de son personnage. Là, on parle plus de vertige narratif. Si tu veux voir jusqu'où ça peut aller quand le pouvoir du MJ dérape, la vidéo est juste ici. Et crois-moi, celle-là, elle fait mal. Sur ce, prenez soin de vos proches si tant est que vous vous souvenez encore d'eux, et à la semaine prochaine.